Alain Safa de l'UCA et de l'EDEC, professeur à l'EDEC. Vous travaillez sur les capacités des pays à s'adapter aux changements économiques, environnementaux et sociaux. C'est très important, cette partie-là. Donc, on vous écoute, monsieur Safa. Merci. Merci, Jenny. Merci pour votre invitation. Donc, merci pour votre présence. Donc, je vais essayer un peu, c'est difficile de faire la synthèse de toutes les informations très riches qu'on a pu assister aujourd'hui. Et comme j'ai pas mal d'informations, là, je vais essayer de passer rapidement sur les informations qui ont été vues et je vais essayer un peu de me concentrer ou de compléter les informations qui ont été développées ce matin. Alors, je suis économiste de formation et je travaille aussi sur les relations internationales. Et donc, dans le début, on a travaillé ce jour à l'époque, c'était sur les inégalités entre les pays, comment ça se fait qu'il y a certains pays qui sont développés, d'autres qui sont moins développés, donc qui était un sujet central pendant les années 60, 70 et 80. Après, par la suite, il y a eu donc les sujets liés par rapport à l'environnement et les sujets liés par rapport au changement climatique, et donc qui est devenu un problème majeur, et donc ça pousse à analyser. Et puis avec Nathalie, quand elle a commencé à travailler au Centre scientifique de Monaco, on a développé quelques projets de recherche en commun. Alors, donc, je vais essayer de vous présenter rapidement. Donc, je suis professeur à l'Université de Nice, à l'IAE. Donc, je dirige un master en International Business. Et en même temps, je suis président d'une association, Semafia International, qui regroupe des économistes présents dans plusieurs pays, que ce soit des pays de l'Union européenne, des pays de la région MENA, Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et des économistes qui sont présents aussi du côté donc, de l'Europe de l'Est et jusqu'à la Russie. Et bien sûr, aujourd'hui, les choses sont un peu perturbées par la guerre que nous avons. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de travailler, d'expliquer dans un premier temps. Donc, mon plan, il est assez simple. Je vais commencer par les enjeux socio-économiques du changement climatique. Et donc, on a entendu depuis ce matin-là la réalité scientifique. Donc, il n'y a pas des hésitations à confirmer qu'il y a un impact négatif de l'homme sur la nature. Et cela se traduit de différentes manières qui ont été développées. Maintenant, l'homme, il est au milieu. Et comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, la planète sera toujours là. Et l'écosystème peut toujours se régénérer et trouver un certain équilibre. Mais la grande question qui est posée, est-ce que l'homme, lui, pourra survivre à tous ces changements qui se trouvent autour? Et pour comprendre ce mécanisme-là, alors je vais passer rapidement à certains éléments. Alors je ne parle pas de ce que nous dit le GIEC parce que vous l'avez entendu à plusieurs reprises par rapport à la confirmation qu'il y a un lien. Donc ça, je passe rapidement. Les conséquences des changements climatiques, ça, vous le connaissez. Donc je ne veux pas m'étaler là-dessus. Maintenant, mon focus, ça sera sur la région de la Méditerranée. Alors, la région de la Méditerranée, par plusieurs raisons, ça nous intéresse. Pas seulement pour la proximité géographique, parce que nous donnons sur la Méditerranée, mais autour de la Méditerranée, on a une concentration de populations. On a à la fois les pays développés dans le nord de la Méditerranée, on a les pays en développement dans le sud de la Méditerranée. La Méditerranée était un lieu d'échange plus que millénaire. Il y a eu un échange de cultures, un échange de civilisations, un échange de religions, un échange de guerres aussi, diversité. Et donc, analyser cet écosystème, ça nous permet de mieux comprendre les phénomènes qui se produisent à l'échelle planétaire. C'est une forme de laboratoire. Et quand on parle de changement climatique, on a vu depuis ce matin, c'est l'impact un peu sur la qualité de la mer, l'impact sur les espèces qui disparaissent, espèces qui sont en train de ressurgir, ne protéger, ne pas les protéger, l'arrivée par la mer Rouge, l'arrivée par le droit de Gibraltar. Donc automatiquement, on est en train d'analyser cet écosystème. Alors comment on peut essayer un peu de mesurer les conséquences socio-économiques et faire le lien entre ce qui est en train de se passer et l'homme? Il y a plusieurs manières de le faire et donc le choix que je vais vous montrer ici passe, parce que comme je suis économiste de formation et je vais essayer un peu de voir les conséquences socio-économiques, j'ai dit les liens entre le 3 et passe par 3 éléments. Alors les 3 éléments, donc je vais les développer tout à l'heure, qui seront l'impact sur l'eau, la disponibilité de l'eau fraîche qui est nécessaire à toute vie humaine, l'impact du changement climatique sur l'agriculture qui est indispensable par rapport à la vie qu'elle peut nous apporter, et le développement des civilisations autour de la Méditerranée était concentré depuis toujours, pas seulement autour de la Méditerranée, mais partout dans le monde. Là où il y a des rivières, là où il y a des terres fertiles, là où il y a de l'agriculture, il y a eu des civilisations. Et là où il n'y en avait pas ces conditions-là, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de concentration humaine, et il n'y a pas eu de développement de l'homme.
Et bien sûr, l'alimentation au sens large qui peut inclure ce que l'océan nous apporte directement à travers le produit de la pêche. Alors quand on regarde les pays de la Méditerranée, comme vous pouvez le voir ici, on cite 23 pays. Alors il y a des pays peu peuplés, des pays assez peuplés. Jusqu'à maintenant, la majorité des pays, en tout cas en termes de normes, se trouvent dans le nord de la Méditerranée. Mais avec l'évolution démographique, il y a une poussée démographique extrêmement forte dans le sud et l'est de la Méditerranée. Il y a un ralentissement démographique qui est en train de se faire dans le nord de la Méditerranée. Et du coup, la population du sud et de l'est va représenter dans les prochaines années plus de 55% de la population de la Méditerranée. Ça, c'est un paramètre très important. Vous allez le voir par la suite pourquoi cette évolution-là est tellement importante. Et quand on parle de changement climatique et le degré 1,5, degré 2 degrés, à l'intérieur de la Méditerranée, on est supérieur par rapport à le niveau international. Du coup, on peut déjà voir les conséquences d'un scénario où la température va se rapprocher rapidement de 2 degrés et on peut voir un peu les conséquences qui sont en train de se produire. Alors donc, pour essayer de voir l'impact socio-économique, l'eau, les secteurs agricoles et l'alimentation, je passe tout simplement par un mécanisme qu'on le fait toujours en économie. Et nous sommes dans une économie qu'on peut citer tous ses défauts et on peut citer un peu quelques avantages, mais le fonctionnement, il est que nous sommes dans ce qu'on appelle économie de marché. Et tout est dicté par l'offre et par la demande. Et donc, quand on veut renoncer à un produit ou quand on veut introduire un nouveau produit, c'est important toujours de comprendre est-ce que ce produit-là, combien ça va nous coûter, à quel prix on va le proposer. Si le prix il est très élevé, donc forcément, il y aura très peu de gens qui vont le consommer et donc il n'y aura pas de retombées. Et peut-être l'arrivée des plastiques ou la généralisation des plastiques est arrivée par l'idée, ça permet de créer un produit moins cher par rapport au produit qui était avant. Si je prends l'exemple des Coca-Cola, par exemple, par rapport à leurs canettes, avant c'était en verre, ça coûtait trop cher. Avec les canettes qu'ils ont devenues en acier, donc ça revenait moins cher, et du coup, ils ont basculé complètement. Aujourd'hui, à cause du changement climatique et de l'image de Coca-Cola, ils basculent sur un nouveau modèle qui est en verre, mais ça leur coûte 2 fois plus cher, et du coup, combien de personnes vont accepter de payer ce prix-là? Donc, si je vais rester très synthétique, au niveau de l'eau, dans le sud et l'est de la Méditerranée, mais aussi dans le nord, parce qu'on le voit en Grèce, on le voit d'autres régions là, on a, avec le temps et le changement climatique, on a de moins en moins de l'eau fraîche disponible. D'accord ? Et donc l'eau par nature, c'est recyclable. L'eau qui est évaporée, elle va finir par retomber quelque part. Mais le problème, elle ne retombe pas toujours au moment où elle avait l'habitude. Et comme les hommes se sont concentrés dans certaines zones, si la pluie est en train de tomber d'une manière très lointaine, ou bien si la pluie qui est tombée sous forme de neige, maintenant il n'y a plus de neige, et donc l'eau, elle part d'une manière très importante. Quand on voit dans la région chez nous, la majorité de la quantité va être déversée dans la Méditerranée, et du coup, elle ne sera pas consommable. Donc, d'une manière générale, autour de la Méditerranée, on aura de moins en moins de l'eau fraîche. Maintenant, du côté de la demande. Du côté de la demande, on a une demande qui explose pour plusieurs raisons, notamment dans le sud de l'est de la Méditerranée, donc augmentation de la population, et c'est là que je reviens par rapport à ce que je dis. De plus en plus de personnes donc, qui vivent, forcément, ils ont des besoins minimaux, vitaux par rapport à cela. Mais aussi, le déplacement qui peut avoir lieu donc des zones rurales vers les zones urbaines et tout ce qui est nécessaire comme une forme de vie, et donc qui peut être un générateur. Mais aussi, la Méditerranée est réputée pour le tourisme, on est bien placé sur la Côte d'Azur pour le dire, et qui dit tourisme dit une surconsommation de l'eau. Et du coup, on voit les pays qui attirent le plus de tourisme, par exemple, comme la Tunisie, comme le Maroc. Tous ces pays-là sont des pays déjà en stress hydrique. Donc, à la base, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Et donc, il y a un arbitrage qu'il faut être créé. Est-ce qu'il faut donner cette eau-là pour les développements du tourisme? Et du coup, on va priver les zones agricoles par rapport à la disponibilité. Ça va créer des tensions, des conflits entre les deux blocs. Et on sait que le printemps arabe, comment il a commencé à l'intérieur de la Tunisie. Donc, quelque part, la demande elle est en train d'augmenter et ça pose un problème. Quand on regarde la disponibilité de l'eau, la région qu'on appelle en stress hydrique, donc en général, ils ont une disponibilité de l'eau inférieure à 1000 mètres cubes par an. Et donc, on peut voir que la majorité des pays dans le sud de l'Est, ils sont impactés par rapport à cela. Dans le nord, on n'a pas ce problème-là, mais il est en train d'arriver. Notamment l'Espagne, on le voit donc depuis quelques mois avec la sécheresse au niveau de Barcelone. La Grèce, qui était très exposée parce qu'elle a une position géographique assez avancée là-dessus. Et donc, certains pays du nord de la Méditerranée, ils auront confronté. Et on va voir tout à l'heure que même si moi, en tant qu'une nation, je ne suis pas impacté directement, mais ce qui se passe chez mes voisins finira par m'impacter d'une manière différente, rien qu'en parlant de flux migratoires qui peuvent se déplacer, parce que l'homme, c'est une espèce,
d'une nature différente. Et quand il y a un réchauffement de la température de l'eau, on a vu certaines espèces se déplacent du sud vers le nord. Et donc, si les conditions de vie dans certains pays du Sud ne sont plus disponibles, donc quand je parle des pays du Sud, ça peut être comme ça a été avancé à l'intérieur de l'Afrique. La population va se déplacer dans des zones plus tempérées à l'intérieur de l'Afrique. Et si dans l'Afrique du Nord, le climat sera de moins en moins acceptable, il y aura forcément une poussée qui va se déplacer vers les pays du Sud. C'est ce qui, en tout cas, je pense qu'on a quelques spécialistes en anthropologie. C'est comme ça que l'Homo sapiens est arrivé en Europe dans le passé. C'est lié au changement climatique à un certain moment. Donc, sans rentrer dans le détail, donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau de la stress de l'eau. Ça impacte une bonne partie de la population donc, mondiale en général, mais surtout à l'intérieur de la Méditerranée. Et on peut voir que l'eau disponible elle est nettement inférieure par rapport à d'autres régions dans le monde. Et quand on mesure l'impact qu'il peut avoir, parce qu'on parle des enjeux sociaux, économiques, ben on peut voir ici que la part de la population qui fait face à ce stress hydrique représente, comme vous pouvez le voir ici, dans la région MENA, qui regroupe un peu le sud de la Méditerranée, mais aussi les autres régions du Moyen-Orient. Et on peut voir qu'il représente 61% de la population, alors qu'il est de 36% à l'échelle mondiale. Donc on est 2 fois plus à peu près. Et la part du PIB qui a été critiquée ce matin, citée par, mais c'est un indicateur économique, ça veut dire notre potentiel à créer des richesses, ben automatiquement on peut voir ici 71% de notre modèle de création des richesses est impacté par le stress hydrique, parce que sans l'eau, on ne peut pas avoir ni un centre urbain, ni un centre agricole, ni aucune attractivité qui peut être créée. Et bien sûr, on peut voir ici que selon la Banque mondiale, cela se traduit, ça veut dire la rareté de l'eau, se traduit par un impact négatif sur notre potentiel à créer de la richesse. Et donc, du coup, forcément, à un coût. Cette baisse qui est là représente le coût. Et du coup, de plus en plus, on parle du coût de l'inaction. C'est-à-dire, si on ne fait rien, aujourd'hui, combien c'est en train de nous coûter dans les prochaines années. Et si, bien sûr, le coût de l'action est extrêmement élevé, ça pousse les États et les pays à pouvoir développer un programme d'action pour éviter une facture qui peut devenir beaucoup plus importante dans les années à venir. Donc, si je parle de l'agriculture parce que c'est lié à l'eau, alors bien sûr, la rareté de l'eau, ça fait qu'on produit moins en termes de quantité agricole, mais aussi lié par une hausse de la température, ça fait que certains produits ne peuvent plus continuer à pousser de la même manière en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, où certains produits agricoles ne peuvent plus survivre, ils vont disparaître. Et donc, la seule chose qu'on le propose, de remplacer certains types de production agricole par de nouveaux produits agricoles, mais ces nouveaux produits agricoles, et bien sûr, ils n'auront pas d'un côté la même productivité et n'auront pas le même apport nutritionnel par rapport à l'ancien modèle. Et donc, forcément, il y aura un problème de rareté ou diminution de la quantité de produits agricoles qui sont présents dans cette région-là. Et du coup, si on analyse la même chose du côté de l'offre, du côté de la demande, donc de l'offre, le changement climatique se traduit par une baisse de la quantité de produits agricoles qui est disponible, sans rentrer un peu dans le détail parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais comme vous pouvez le voir ici, et du côté de la demande, c'est la même chose. Comme on a vu tout à l'heure, il y a une explosion de la demande. La demande augmente pour plusieurs raisons. Donc la population augmente, mais pas que. Mais aussi le niveau de développement qui augmente. Et qui dit niveau de développement qui augmente, donc les besoins donc de nourriture ou les besoins de consommation de produits agricoles en train d'augmenter de la même manière. Et du coup, on est face à un système où la demande devient de plus en plus forte et bien sûr, donc l'offre est en train de baisser. Sans parler que les produits agricoles ils sont destinés aussi à l'élevage. Et comme nous consommons de plus en plus, en tout cas dans ce pays, heureusement que c'est en train de se stabiliser, mais néanmoins, plus le niveau de vie augmente, plus les gens ils consomment des produits à base animale, donc la viande, et automatiquement, ils ont besoin de consommer une grande quantité de produits agricoles. Et du coup, cela pose un problème sur le maintien de l'activité de l'élevage, qui fait partie un peu de l'activité agricole. Et donc là, ici, le constat par rapport à cela. Alors les pays qui ont besoin de consommer, qui a du mal à produire, c'est qu'il est capable de consommer. La solution naturelle, c'est pas grave, j'importe des autres pays, c'est que j'arrive pas à le faire. C'est qu'on peut le faire, nous, naturellement, par rapport à plein d'autres produits. Sauf que le problème qui se pose, importer, cela implique avoir les moyens de pouvoir les importer, avoir les moyens financiers pour pouvoir le faire.
Et même si j'importe de l'extérieur, automatiquement, le prix sur le marché de ces pays-là sera assez élevé. Et comme le prix sera assez élevé, ça veut dire qu'une bonne partie de la population ne pourra pas avoir accès à ces produits-là. Et donc, ça va créer des tensions à l'intérieur d'un appauvrissement. Et l'appauvrissement, c'est le facteur des tensions sociales, c'est le facteur des tensions politiques, c'est le facteur de l'instabilité qui peut générer un effet de boomerang et peut donc se déplacer d'un pays vers un autre pays, ou bien des groupes avec une guerre civile entre plusieurs entités à l'intérieur du même pays, et donc aura forcément des conséquences. Donc, sur l'alimentation, on inclut la pêche, l'agriculture et l'élevage, et bien sûr la pêche, je ne vais pas développer beaucoup, mais en tout cas ça a été très développé aujourd'hui. Alors la pêche, c'est important parce que c'est un complément nutritionnel par rapport à ce que nous consommons. La population qui vit autour de la mer, elle consomme beaucoup plus pour ses propres besoins, même si on ne commercialise pas beaucoup, mais au moins le fait qu'on consomme les produits de pêche, ça diminue nos besoins des autres produits. S'il y en a de moins en moins, automatiquement, il y aura un déplacement de la consommation, il y aura une baisse de nombre de personnes qui peuvent avoir accès, et donc leur demande se déplace vers d'autres produits, et surtout, ceux qui vivent de la pêche, avec une pêche non durable, à la surpêche qui a été évoquée aujourd'hui, peut provoquer des situations un peu dramatiques. Et donc, forcément, cela se traduit par une forme d'appauvrissement. Donc, sans rentrer un peu dans tous les détails, alors bien sûr, pas tous les pays sont exposés de la même manière. Ça dépend un peu de leur façade maritime. D'accord. Et donc, bien sûr, les pays qui ont une grande façade maritime, comme le Maroc, des côtés atlantiques comme des côtés méditerranéens, donc la pêche représente quelque chose de très important pour eux, ou comme l'Égypte. L'Égypte, d'ailleurs, c'est un cas très important, avec une population qui augmente d'une manière exponentielle, avec une dispute sur la quantité de l'eau, parce qu'elle est liée par rapport à une dispute entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Donc la baisse de la disponibilité de l'eau dans le Nil diminue l'eau. Et en même temps, la montée des niveaux de l'eau. Ça a été développé aujourd'hui, la montée des niveaux de l'eau, notamment en Méditerranée. S'il y a une augmentation même de 50 cm dans quelques années, il y a le delta des Nils qui est la zone essentielle qui permet de produire les produits agricoles nécessaires pour l'alimentation de cette population-là. Donc la moindre augmentation, les terres exploitables deviennent des terres salées. Donc automatiquement, on ne peut plus produire. Donc ça diminue d'une manière très importante la disponibilité et la fertilité de ces zones-là. Et là, quelques centimètres peuvent changer énormément, notamment par rapport à la nature de ces pays-là. Donc c'est pour cela, l'offre et de la demande, la même chose. Donc on sera obligé de vouloir avoir des produits alimentaires de plus en plus rares au niveau national. On les importe de l'extérieur pour les pays qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, ils sont obligés de faire un peu une forme de rareté, d'appauvrissement. Et même quand ils sont disponibles, leur prix devient très élevé. Et du coup, il y a une forme de discrimination par les prix entre ceux qui peuvent le payer et ceux qui ne peuvent pas. Et donc, ça devient un facteur d'inégalité, un facteur de tension. Et donc, ça peut provoquer une situation très négative. Alors, bien sûr, déjà, on subit... on a vu au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc quand il y a une tension dans les deux pays qui produisent le blé, on a vu l'augmentation du prix du blé au niveau mondial, et automatiquement tous les produits dérivés qui sont basés là-dessus, ils ont subi une hausse très importante. Alors bien sûr, donc, quand on est dans un pays riche où, alors je dis un pays riche dans le sens où nos dépenses en Europe, c'est à peu près le produit, l'alimentation représente 15 à 20% de notre budget. Donc, à la limite, on peut s'adapter. Et malgré cela, ça a créé une tension à l'intérieur de la France avec 10% d'inflation d'une manière générale. Alors, imaginez les pays où 90% à 95% de leur budget, c'est consacré à l'alimentation. Donc, si les prix augmentent de 10%, de 15%, de 20%, automatiquement, il y aura forcément un mouvement de famine. Et face à cela, quelle est la solution qu'un être humain il peut faire quand il est face à cette situation-là? Il se déplace. Ou bien, il va prendre par la force ce qui appartient à d'autres. Ou bien il va se disputer pour pouvoir acquérir un territoire. On a vu avec le lac de Tchad qui a été évoqué aujourd'hui, par exemple, la rareté de l'eau fait que toute la population autour va se disputer pour savoir qui c'est qui va prendre l'eau qui est là. Et ça devient un sujet de conflit entre les différents éléments. Alors je vous passe un peu ces diapos sur l'offre et la demande, mais ce que je veux dire par là, avec le temps, si on ne fait rien, la quantité disponible de l'eau, de l'agriculture et de l'alimentation, c'est l'alimentation qui est l'élément central, l'eau et l'alimentation, c'est ça qui fait la survie de l'homme, deviendront de plus en plus rares et avec un prix de plus en plus élevé. Si on applique toujours
le principe de l'économie des marchés où les prix ils dépendent de l'offre et de la demande. Et donc, on sera dans une situation explosive. Et donc, forcément, on aura des conséquences négatives. Maintenant, donc, à côté de mes travaux sur l'économie, donc je suis spécialiste en géopolitique. Et comme je suis économiste, je travaille sur les relations internationales. On a développé beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui la géoéconomie. La géoéconomie pour voir un peu l'interaction entre les relations internationales et les enjeux économiques. Je vais essayer un peu de faire un lien par rapport à ces types-là. Alors en général, la géopolitique, c'est ce qu'on appelle les relations internationales. Et on a vu depuis ce matin, quand on a évoqué tous ces éléments-là, on est arrivés tous à la conclusion qu'il faudra que les humains puissent travailler ensemble en toute intelligence pour pouvoir apporter une solution. Mais pour qu'on puisse apporter une solution, en général, il faut qu'il y ait un milieu de coopération. Un milieu de coopération, ça veut dire un milieu de confiance, dans lequel les pays peuvent faire confiance les uns aux autres et dans lequel tous les pays peuvent penser qu'ils ont un intérêt commun. Ils sont tous à pied d'égalité et face à cela, il faudra agir. Malheureusement, en cas de tension dans les relations internationales, automatiquement la collaboration devient de plus en plus faible et la chance d'arriver à une solution collective à un problème global deviendront de plus en plus faibles. D'accord ? Et c'est pour cela il faudra tenir compte de cet aspect-là et on va essayer un peu de le voir par rapport à plusieurs éléments. Alors, quand on dit le changement climatique, on a dit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la mitigation, c'est-à-dire comment on fait pour atténuer, pour réduire l'émission des gaz carboniques. Il y a l'effet d'adaptation. Et l'adaptation, il faut mettre des moyens assez importants sur la table pour essayer d'aider l'homme à s'adapter par rapport au changement. Et les deux, bien sûr, ne peuvent pas aboutir à l'échelle planétaire s'il n'y a pas une collaboration. Même si en Europe, on va adopter les meilleurs modèles au monde, la population de l'Union européenne aujourd'hui, c'est 6,2% de la population mondiale. Dans quelques années, nous serons 5,5%. Donc si nous, on peut faire le meilleur modèle qu'on veut au monde, mais si 95% de la planète ne nous suit pas, ben dans ces cas-là, tout ce que nous faisons ne changera absolument rien au niveau du changement climatique. Et du coup, notre impact final, ou la solution qu'on peut apporter, il est complètement absent. Alors c'est pour cela, par rapport à la prise de conscience, alors on a commencé à penser, à réfléchir sur un problème global. Et donc, tous ceux qui travaillent sur le changement climatique, sur les COP, sur les réunions, on sait qu'à la base, c'était les Nations Unies qui ont démarré par mettre en place le programme des Nations Unies par l'environnement, qui ont essayé de réunir tous les pays autour de la table pour essayer de mettre en place ces accords-là. Le premier sommet de la Terre a eu lieu en 1992. Ce n'est pas par hasard. C'était la fin de la guerre froide. C'était la fin de la dispute. C'était l'ère où on pensait qu'ensemble, on est capable de pouvoir construire un monde meilleur. Et certains spécialistes, ils ont édité un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire » de Fukuyama, qui disait à l'époque « L'homme est devenu tellement adulte, jamais plus on va essayer de s'entretuer par rapport à cela. » Donc, on a ce qu'on appelle le droit international. Dans les relations internationales, donc si pour certains parmi vous, ils ont entendu parler, il y a deux extrêmes. Et le premier extrême, c'est l'idéalisme. Ça veut dire qu'on est capable tous de pouvoir trouver une solution grâce au droit international. On met en place des institutions. Chaque fois qu'on a un conflit, on s'y réunit, on trouve une solution. C'est le principe des sociétés des nations, à l'époque donc de créer à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le principe des Nations Unies, avec le fameux Conseil de sécurité, où on a les 5 membres permanents qui sont capables, à chaque fois qu'il y a une tension dans le monde, de se réunir, d'apporter une solution. Et du coup, le sommet en 1992 a permis de réunir tous les pays dans le monde, sans exception. Il n'y a plus aucune exclusion. Et là, bien sûr, on a avancé énormément durant cette période-là. Mais on était bloqué, parce qu'il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu les accords là-dessus, mais rapidement, on était bloqué par des problèmes économiques. Les pays en développement comme la Chine, comme l'Inde, n'étaient pas convaincus par l'idée qu'il faudra changer notre modèle très dépendant des énergies fossiles, en disant c'est un élément que les pays riches mettaient en avant pour nous ralentir économiquement. Nous, on vient à peine de démarrer le décollage, on refuse de remettre en cause notre processus de développement à cause de quelque chose où nous ne sommes pas responsables historiquement. Et du coup, les pays en développement, ils ont refusé cela. L'Europe l'a appliqué. Les États-Unis l'ont signé, mais ils ne l'ont jamais appliqué. D'accord ? Donc, comme souvent, ils ne l'ont pas ratifié. Le Canada qui était impliqué, mais dès qu'ils ont vu qu'ils avaient des enjeux pétroliers, où vous avez plus de pétrole, ce qu'on appelle les pétroles bitumeux, ça veut dire mélangés avec du sable. Avec la technologie, on peut séparer les deux. Le Canada est devenu un pays assez exportateurs de pétrole, ils sont retirés un peu de cet accord-là. Et du coup, on avait un accord où chaque pays veut collaborer, mais pas au détriment de ses propres intérêts nationaux. Je veux bien collaborer si la collaboration apporte un plus pour moi, mais je ne veux pas collaborer si la collaboration s'est faite au détriment de mes intérêts.
D'accord? Et c'est là qu'il a commencé à avoir les tensions économiques par rapport à cela. Et donc les négociations, ils ont continué. Et donc, bien sûr, je ne veux pas ralentir, mais quand on voit ici toutes les parties prenantes, toutes solutions, alors bien sûr, il y a les États et les gouvernements. Le pouvoir des États et des gouvernements, bien sûr, il y a les ONG, il y a le secteur privé, il y a la société civile, il y a les associations, il y a les médias, tout le monde peut participer. Mais celui qui a le pouvoir de réglementer, le pouvoir d'imposer un changement sociétal, ça reste le pouvoir politique. Et le pouvoir politique est entre les mains des États. Donc, même dans tous les échanges qu'on peut avoir, on peut, les scientifiques ou les économistes, ou peu importe, on peut donner notre point de vue. Mais à la fin, celui qui va nous écouter et prendre des décisions, ça reste l'homme politique. Et c'est l'homme politique qu'il faudra le pousser à agir. Mais l'homme politique, il est guidé aujourd'hui par ses intérêts, ce qu'on appelle les intérêts nationaux. Et malheureusement, avec la remontée des nationalismes, qu'on peut le voir un peu partout, au niveau des États, on devient de plus en plus égoïste dans notre façon de voir les choses. Et M. Trump, avec son slogan « American First », donc lui, il a mis le slogan « donc je veux bien faire des efforts, mais pas au détriment ». Et si moi, les États-Unis, commence à avoir de plus en plus de pétrole, de plus en plus de gaz grâce au pétrole schiste et des gaz schistes, je ne vois pas l'intérêt pourquoi moi je vais arrêter d'explorer les richesses que j'ai. D'abord, je vais privilégier les intérêts des Américains de son point de vue purement financier et économique, et donc ils sont foutés un peu du reste du monde. Donc ça, c'est un peu les parties prenantes. Maintenant, la gouvernance internationale, on a mis en place plusieurs actions. Les Nations Unies ne peuvent que mettre les gens autour de la table. Les Nations Unies ne peuvent pas imposer une décision à tout le monde. Et donc, si les États ne veulent pas collaborer, on peut faire beaucoup de réunions, mais il faudra que les États eux-mêmes arrivent à un niveau de conscience, qu'il faudra faire un partenariat par rapport à cela. Alors, je passe rapidement, je reste autour de la Méditerranée. Alors, en Méditerranée, on a mis, si je parle de quelques exemples, donc les plans d'action pour la Méditerranée depuis 1975, on l'a mis en place, et on a fait l'Union pour la Méditerranée, qui était une union politique, qui était censé créer une forme de synergie entre tous les pays de la Méditerranée. C'était un peu l'état d'esprit. Et donc, avec des zones de libre-échange, avec des échanges entre l'Union européenne d'un côté et de l'autre, on a mis en place des coopérations à plusieurs niveaux, des programmes à plusieurs niveaux. Et logiquement, cette coopération-là devait conduire tous les pays autour de la Méditerranée à pouvoir agir de concert par rapport à des problèmes qui touchent tous les pays. Ça, c'est un peu le principe qui permet un peu ce qu'on appelle la gouvernance régionale et internationale. Et on a traduit cela, même pour aller plus loin, à ce qu'on appelle l'initiative 5+5. En 1990. 5+5, ça veut dire les 5 pays de l'Union européenne, donc, qui sont les pays du Nord, vont faire un pacte avec les 5 pays de ce qu'on appelle du Maghreb, ça veut dire de la Mauritanie, le Maroc, donc l'Algérie, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Ces 5 pays-là, ils collaborent avec les 5 pays européens, le Portugal, l'Espagne, la France et l'Italie, et donc pour essayer un peu de trouver un terrain d'entente sur tous les niveaux, c'est-à-dire le niveau politique, le niveau économique bien sûr, et faire une entente. Dans ces contextes-là, bien sûr, on peut avancer. On peut signer beaucoup de choses. Et c'est là qu'on a fait la convention, donc l'Union pour la Méditerranée. Après, on a fait la convention de Barcelone, qu'on est en train d'éditer plusieurs choses. Mais aujourd'hui, si je fais le constat, je ne veux pas être pessimiste, mais on ne peut pas dire qu'on a une telle entente entre tous les pays. Déjà, les pays du Nord ne sont pas d'accord entre eux, et les pays du Sud, on a des désaccords. Et ça a commencé avec le printemps arabe, et aujourd'hui la dispute. Et puis la dispute au niveau des relations internationales, qui veut être pro-français, qui veut être pro-chinois, qui veut être pro-russe, qui veut être pro-américain. Et du coup, cette capacité à réunir tout le monde autour de la table s'est amenuisée à cause de ce manque de coopération internationale. Alors bien sûr, donc je passe rapidement par rapport à cela, et je vais bien respecter le timing. Oui, ça passe vite. Alors donc là ici vous avez donc le convention qu'on a mis en place. Donc depuis 1996, on a signé pas mal de choses sur le développement durable. On a mis en place pas mal des institutions où l'environnement il commençait à faire partie des enjeux qu'on est en train de faire. Et puis on se déplace régulièrement pour des conférences dans l'autre côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, l'enjeu de l'environnement, ça devient quelque chose que eux ils le ressentent d'une manière très importante. Et ça, c'est le grand changement, je vais dire, positif ces 15 dernières années. La prise de conscience de ces enjeux-là, ce n'est plus uniquement le monopole des pays riches ou les pays européens. La Chine, aujourd'hui, c'est en train de devenir le bon modèle.
et bien qu'elle continue à avoir une émission de gaz carbonique, mais c'est le pays qui a mis le plus un programme de dépollution dans les grandes villes ces dernières années. C'est le pays qui a mis le plus de nouvelles lois. Pas parce qu'il est devenu un bon pays, parce que tout simplement a commencé à voir les effets négatifs sur ses villes, sur sa population, sur sa qualité de vie, sur le système de santé. Et comme, même si la première population, aujourd'hui la deuxième population mondiale, mais ils ont un ralentissement de la population, pour eux, bien sûr, préserver la vie, ça devient quelque chose qui est très important. Et donc, ils ont mis en place. Donc, quelque part, les pays en développement, ils ont accepté de se rejoindre à cela, de ce combat-là. Et donc, on avait une chance unique. Et donc, l'accord de Paris en 2015, c'était un peu le symbole. Mais on était obligé de passer par la négociation. Et on a mis sur la table le fameux 100 milliards de dollars que les pays responsables historiquement de changement climatique devaient avancer pour financer la transition énergétique dans les pays qui n'étaient pas responsables. Ce deal-là a permis de rapprocher les deux pays-là pour essayer d'adopter un seul modèle, le modèle de la mise en place. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avancer il y a quelques années. Et donc, on a réussi à réunir autant de pays autour de la même table. Et donc là, je passe rapidement par rapport à tout ce qu'on a réussi à faire au niveau de la Méditerranée. Donc, maintenant, dans l'introduction de la séance d'aujourd'hui, il y a eu un mot qui a été dit, est-ce que l'homme, il est son propre bourreau? Et donc, je vais essayer un peu de prendre quelques exemples. Alors, on a vu un peu les éléments, et puis comme la Méditerranée, c'est une zone, on est passé par ce qu'on appelle le droit maritime. Chacun, il est libre de faire ce qu'il veut dans sa zone, mais si on est tous d'accord sur une seule loi, ça nous permet un peu de gérer les choses. Et donc, en général, il y a eu des accords en matière de gestion des ressources qui sont présents à l'intérieur de la mer. On a eu des accords en matière de transport maritime. Et donc, on a créé donc, plusieurs éléments. Parmi ces éléments-là qu'on a créé le plus, qu'on parle beaucoup autour de la Méditerranée, c'est la fameuse zone des eaux territoriales, donc le fameux 12 miles. D'accord, où chaque pays applique sa propre réglementation, il est libre de faire ce qu'il veut. Après, il y a la zone économique exclusive, qui est à 200 miles par rapport à sa terre, dans laquelle ça permet à ce pays-là de pouvoir explorer toutes les ressources qui peuvent être présentes. À l'époque, on pensait à la pêche, mais avec l'évolution technologique, malheureusement, aujourd'hui, on est capable d'accéder au gaz et au pétrole qui se trouvent dans cette zone-là, tout en laissant le transport international. Donc, ce sont des zones où on peut devenir exclusif, mais je n'ai pas le droit d'empêcher la circulation des bateaux par rapport à cela. Comme la Méditerranée est relativement petite, tout de suite, il y a un télescopage entre les frontières maritimes, entre les pays. Et surtout, avant, on s'est disputé pour quelques ressources de pêche. Maintenant, quand on découvre qu'on a du gaz et du pétrole qui représentent des enjeux financiers, automatiquement, la dispute est devenue beaucoup plus importante et les tensions sont devenues beaucoup plus importantes par rapport à ce qui était avant. Donc, cette convention de Montego Bay qui propose une solution sur quels critères on fait les frontières, des pays l'ont signée. Des pays ne l'ont pas signé, notamment par exemple la Turquie et la Grèce. Ils ont refusé, la Turquie a refusé parce qu'elle conteste les frontières qu'elle a à la Grèce en disant que ça m'a été imposé par les conditions de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, elle réclame une partie des îles qui se trouvent à l'intérieur de la mer Adriatique. Et bien sûr, cette situation était toujours un peu de tension entre les deux pays. Maintenant qu'on découvre qu'il y a des pétroles, des gaz, comme autour de Chypre, la moindre kilomètre carré à l'intérieur de la Terre, ça devient un enjeu de dispute entre les peuples. Et ce qui est un peu anecdotique, on a expliqué que le changement climatique, l'utilisation des énergies fossiles, c'est négatif pour tous les pays. Ils le voient tous les jours. Mais dès qu'ils savent qu'ils ont des énergies fossiles, il y a une addiction par rapport à cela, parce que tout de suite, ils voient combien ça génère comme de l'argent et des ressources, et automatiquement, on passe. C'est un peu, j'ai pris l'exemple du Canada, un pays très motivé, très impliqué pour le protocole de Kyoto, mais dès qu'il a commencé à avoir des pétroles bitumineux, ils ont changé un peu leur opinion, ils ont changé un peu leur position, parce qu'il y a un lobby qui s'est mis en place, qui présente un peu les ressources qu'on peut évoquer. Donc, ces zones économiques ensemble, comme vous pouvez le voir ici, je passe rapidement par rapport à cela. Et donc, ce sont des enjeux qui ont été mis en place. Et bien sûr, donc, cette région dans le monde, elle produit, en tout cas, bien sûr, il y a les pays du Golfe qui produisent beaucoup plus. Mais l'Algérie, par exemple, qui produit des gaz naturels qui exporte, mais elle est confrontée par rapport à l'idée que sa population augmente de plus en plus. Elle consomme de plus en plus de ce fameux gaz naturel et du coup, ça peut ralentir sa capacité à exporter. Du coup, aujourd'hui, quand eux, on leur parle des solutions d'énergie solaire, ils sont très contents de cela. Ils disent, chouette, ça nous permet de compenser notre consommation, ça nous permet d'exporter un peu plus pour les autres pays. D'accord ? Et du coup, il y a toujours cette logique, combien on peut le faire et combien on peut apporter. Maintenant, à l'intérieur de l'Europe, et là, c'est très important.
L'Europe, on a posé la question, il faudra baisser, en tout cas faire une transition énergétique. On n'a pas réussi à 27 à trouver d'accord quel est le choix qu'on peut le faire. On a laissé à chaque pays trouver son chemin avec un objectif, diminuer les émissions de gaz carboniques. La France a défendu le modèle de nucléaire. D'accord. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle European Union Taxonomy. Donc, l'Union européenne nous met une liste, tout ce qui est vert, tout ce qui n'est pas vert, tout ce qui est positif, tout ce qui n'est pas positif. Le nucléaire fait partie des choses qui sont considérées positives. Ça veut dire investir, développer, mettre de l'argent dessus, c'est souhaitable. Maintenant, les énergies fossiles, on a éliminé le charbon, on a éliminé le pétrole, mais on a gardé le gaz naturel comme faisant partie des éléments qui sont considérés comme verts. Parce que le gaz naturel, il émet moins de gaz carboniques par rapport au charbon, par rapport au pétrole. Et comme ça a été dit aujourd'hui, l'énergie renouvelable couvre uniquement 20% de nos besoins globaux. On a besoin toujours de l'énergie. Vous l'avez évoqué que l'énergie, c'est à la base de tout. Et donc, il ne peut pas y avoir ni une révolution industrielle, ni quoi que ce soit, s'il n'y a pas le modèle énergétique. Et d'ailleurs, toutes les guerres qui ont eu lieu en Europe à plusieurs reprises, entre les deux côtés européens, étaient motivées par l'accès à l'énergie, si je reviens même à l'époque de Napoléon vers la Russie. Donc, quelque part, on a un peu cette situation qui est là. Donc, maintenant, pour prendre un exemple, voilà en Méditerranée. En Méditerranée, on a vu qu'on avait du gaz et du pétrole. Israël a trouvé qu'il y en avait pas mal en face de ses frontières. Chypre, qui est passé par une crise financière donc en 2013, a découvert qu'il y a des pétroles, des gaz. Les Liban, ils pensent en avoir. L'Égypte vient de découvrir qu'il y a des gaz naturels. Et donc, le Méditerranée, il est riche en ressources fossiles. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que par le passé, comme c'était une mer fermée, ça a été complètement asséché. Il y a une couche de sel extrêmement importante par le fond de la mer. Donc, logiquement, là où on creuse, on a une forte chance de voir des énergies fossiles qui se trouvent là. Sauf que la technologie ne nous permettait pas d'aller au-delà. On était limité à la mer du Nord avec une profondeur de 100-300 mètres. Avec l'évolution de la technologie, malgré ce qui s'est passé dans le golfe de Mexico, avec la pollution qui a coûté plus de 20 milliards ou 30 milliards à British Petroleum à l'époque, mais les compagnies, ils ont dit, on a appris. Aujourd'hui, on a une bonne technologie qui est bien maîtrisée. Et aujourd'hui, on est capable d'aller jusqu'à 4000 mètres sous la surface de l'eau. Et du coup, une bonne partie de la Méditerranée aujourd'hui, elle devient exploitable. D'accord? Et ce qui existait mais qui n'était pas exploitable, il devient. Et du coup, la technologie qui peuvent nous apporter parfois une solution, parfois nous apporte une technologie qui crée des problèmes supplémentaires, comme le cas des États-Unis, avec les gaz schistes. J'ai discuté tout à l'heure avec une personne ici, et donc les Américains, ils ont vu qu'ils avaient de moins en moins de gaz de pétrole, ils ont commencé à dire qu'il faudra trouver une autre solution, le nucléaire, les énergies solaires, ou peu importe. Mais avec la technologie des gaz schistes, ils ont trouvé qu'ils peuvent aller plus loin dans la Terre et explorer cela. Et aujourd'hui, ils sont devenus exportateurs nets du gaz. Et le fait qu'on a mis le gaz aujourd'hui dans les European Taxonomy, pour maintenir un peu ces échanges, et ça nous permet d'importer un peu le gaz qui se trouve un peu aux États-Unis pour ne pas porter intérêt contre eux. Et donc, quelque part, il y a toujours ces technologies. Alors, cette solution-là, on a créé cet accord-là avec la bénédiction des États-Unis de vouloir créer un pipeline au gazoduc, si vous voulez, qui passe sous la Méditerranée, qui permet de passer d'Israël vers Chypre, de Chypre vers la Grèce, de la Grèce vers l'Europe, et avec la participation des entreprises américaines, et ça permet un peu de pouvoir trouver une solution alternative par rapport à la dépendance de la Russie. C'était bien avant la guerre en Ukraine, sauf que rapidement, il y a les enjeux qui sont là. La Turquie n'était pas du tout d'accord par rapport à cela, parce qu'elle considère les ressources à Chypre, ça lui appartient, au CR et à la Grèce, et du coup, rapidement, donc ça c'est le nom de projet qui ont été estimés, combien ça va coûter, quels sont les différents éléments. Et l'Europe l'a validé à l'époque par rapport en disant, tiens, c'est une nouvelle source par rapport à cela. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la réaction des autres pays. La Turquie, elle a dit, non, en fin de compte, moi, je suis contre, je vais bloquer cela. Comment je vais bloquer? Comme il y a la zone économique d'ensemble, ils ont allé appuyer un groupe à l'intérieur de la Libye, comme la Libye a la guerre civile. Ils ont envoyé des moyens militaires. Rapidement, ils ont pris les dessus. Ils ont pris le contrôle du gouvernement officiel. Ils ont signé un accord en disant, voilà, ça c'est l'accord de frontière maritime entre la Turquie et la Libye. Donc, personne ne peut passer un gazoduc dans la Méditerranée sans demander notre autorisation. D'accord. Et du coup, le projet ne pouvait pas aboutir. Et du coup, il y a une forme de blocage. Donc, il y a une forme de rivalité, de tension par rapport à cela. Et bien sûr, donc, ce projet-là qui a été signé entre les deux pays, entre la Libye et la Turquie par rapport à cela, et les conséquences sur les autres pays. Alors, la réponse
parce qu'il y a toujours cette rivalité par rapport à cela. Je ne veux pas être trop lent. Et donc là, ici, vous avez un peu la réponse. Je pense qu'on peut le voir ici. Donc, en fin de compte, on a changé un peu le fusil d'épaule. Aujourd'hui, le projet qui est en train d'être défendu, qui a été avalisé par l'Europe, parce que l'Europe, elle a enlevé son aval de premier projet, parce que la Grèce et l'Égypte, ils ont signé un accord commun en disant entre la Grèce et l'Égypte, il y a une distance qui est relativement réduite. Ça nous permet de créer une frontière commune. Et du coup, nous, on a le droit de passer par nos frontières. En contexte, un peu la frontière qui a été développée par les deux. Et le projet aujourd'hui, c'est qu'Israël envoie son gaz vers l'Égypte. L'Égypte, qui a trouvé pas mal de gisements de gaz, elle va créer ce gazoduc. Elle va le relier à la Grèce et ça permet d'aller un peu de l'autre côté. Et du coup, ça permet un peu de trouver une stratégie opposée. Alors, comme vous pouvez le voir ici, s'il n'y a pas de coopération, s'il y a des tensions, on habitue toujours à une solution le plus forte. Mais la solution de la partie la plus forte n'est pas forcément la meilleure solution pour l'intérêt collectif. Et s'il y a une entente dans les groupes qui se trouvent autour d'une zone, comme la Méditerranée, c'est uniquement par une entente et par discussion, par le respect de l'intérêt commun et l'intérêt mutuel, qu'on arrive à construire quelque chose de positif. Donc si on veut être optimiste et trouver une solution, il faudra bien que trouver d'abord sur la pacification des relations entre les pays, la compréhension des intérêts communs, la mise en place de ces éléments-là qui nous permet d'aller plus loin. Par contre, si on veut trouver une solution, il n'y a pas de confiance, automatiquement ces éléments-là, ils sont destinés à complètement diminuer. Alors je vais passer rapidement tout cela. Là, j'ai pris quelques exemples pour vous dire un peu, quand on fait l'interaction entre la géopolitique et la lutte contre le changement climatique, la BABA, comme je vous ai dit, ce sont les accords, les protocoles. D'accord. Et donc là, ici, vous avez un peu l'exemple qu'on a mis en place. Deuxième élément, c'est les fameux économies et ressources naturelles. Et comme je l'ai expliqué, les ressources naturelles, ça peut être l'eau. J'ai parlé des cas de l'Égypte, ça peut être aussi les cas à l'intérieur d'Israël et la Jordanie par rapport à cela. Alors bien sûr, les pays riches peuvent dire, nous, on peut dessaler l'eau. Et on a les moyens de le faire, comme le fait Israël, comme ils le font les pays du Golfe. Mais on a vu aujourd'hui que ça a des conséquences aussi sur la qualité de la vie humaine par rapport à cela. Donc, migration et réfugiés climatiques. Ça, c'est un élément important parce que j'ai entendu aujourd'hui, comme vous le savez, dimanche, il y a les élections en Europe. Et le sujet qui revient le plus, c'est la migration. Et c'est devenu l'enjeu central par rapport, comme si l'avenir de l'Europe, elle dépend des flux migratoires. Donc, par rapport à les changements climatiques, forcément va générer des flux migratoires. On le voit en Méditerranée. Les gens, ils meurent, je pense que je n'ai pas les chiffres en tête, mais il doit y en avoir plus de 5 000 à 10 000 personnes qui sont déjà mortes uniquement en tentant de traverser la Méditerranée. Mais cela n'empêche pas qu'il y a d'autres flux qui continuent à arriver. Parce qu'en fin de compte, plus la situation est dramatique dans d'autres régions, on a toujours une poussée. Mais ces flux migratoires ne sont qu'une partie infime. Ça a été dit ce matin-là. Ce n'est pas tout le monde qui vient vers l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent. La Tunisie, c'est le premier pays qui a commencé à voter une loi nationaliste, à vouloir diminuer le nombre de l'Afrique noire qui débarque à l'intérieur de la Tunisie. Donc, ils ont pris un virage pour pouvoir limiter cela. Et du coup, l'Europe, elle va pour mettre son carnet de chèques pour dire « je vous paye de l'argent, gardez-les chez vous ». Et donc, comme on fait avec la Tunisie, comme Chypre est allé le faire avec le Liban, comme d'autres pays là. Et donc, quelque part, on veut un peu mettre une forme de ceinture en demandant à tous ces pays-là de stopper le flux. Même si ces pays-là font leur travail, mais ces pays-là vont, eux, subir l'instabilité. Et donc, ce n'est pas une solution fiable sur le long terme. Il faut penser plutôt à réduire le changement climatique, à réduire l'impact si on veut construire un monde meilleur plus tard, et pas de renvoyer le problème vers les autres pays-là, et bien sûr de ne pas pouvoir le faire. La technologie et la coopération, ça va de soi. Alors, pour la technologie, donc c'est juste le dernier élément que je vais développer. Et quand j'ai parlé de la Chine, aujourd'hui, quand on dit les énergies solaires, quand on parle du nucléaire, et c'est là on revient au même point. Si la France, elle défend l'énergie nucléaire parce qu'on pense que nous sommes des champions là-dessus et on peut exporter notre modèle à d'autres pays et on a des intérêts économiques par rapport à cela. La Chine a pris le virage de la lutte contre le changement climatique parce qu'elle est devenue le premier producteur mondial de panneaux solaires. Et du coup, pour la Chine, c'est le moment de faire ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Donc, ils ont vu leur intérêt dans ce type de virage par rapport à cela. Donc, quand il y a une technologie, la question qui se pose, qui c'est qui a la technologie et qui c'est qui veut commercialiser la technologie? Et du coup, ça devient une forme de rivalité. Il n'y a pas de partage de progrès technique pour dire, moi, je trouvais un élément nouveau, je le propose un accès volontiers à tout le monde, chacun veut tirer avantage de ce qu'il a pour essayer de créer un nouveau modèle économique qui permet de créer, et bien sûr, ça pourrait donc générer. Alors je passe pour tous les éléments, et ma conclusion par rapport à cela, la coopération internationale, elle est évidente. D'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle les 17e objectifs de les Nations Unies.
Donc le dernier, donc les objectifs de développement durable. Et donc on parle de partenariat pour pouvoir trouver une solution. Et ça, c'est un élément très important sur le long terme par rapport à cela. Et bien sûr, les intégrations des enjeux environnementaux et énergétiques, c'est quelque chose de très complexe, comme ça a été dit. Mais il faudra que les choses soient mises sur la table. Donc il faudra qu'on travaille dessus par la coopération au niveau international, en respectant les intérêts des uns des autres. Et donc les États, une fois qu'ils sont d'accord, ils peuvent trouver une solution. Maintenant, bien sûr, nous, à notre échelle, notre rôle, les médias, les forums que vous organisez, le fait qu'on en parle, nous, on a la capacité de créer une influence sur l'homme politique. Et l'homme politique dépend de nos votes. Et donc, si la société, elle devient sensible, forcément, l'homme politique, elle devient sensible. Et donc, si ces mouvements-là, ils se font dans tous les États, donc forcément, les gouvernements ne peuvent qu'obéir à cette tendance-là. Et là, on a une chance de pouvoir imposer cette solution-là à certains États qui pensent plus à leur intérêt ou à l'intérêt d'un petit groupe, plutôt de penser à l'intérêt de la collectivité et de la planète. Et je vous remercie.